Merci beaucoup. Est-ce que je peux commencer tout de suite en vous posant une question? Le gouvernement, très récemment, a publié un espèce de kit sur la sobriété. Et ce mot de sobriété est un mot extrêmement compliqué, un mot valise un tout petit peu parce qu'il veut dire beaucoup de choses. Dans le même document, il y avait à la fois une introduction de Madame Borne et un petit papier de Madame Pannier-Runacher. Alors il y avait d'un côté, évidemment, Madame Pannier-Runacher, elle disait qu'il fallait éviter les gaspillages, et on est bien d'accord là-dessus. Le gaspillage, c'est complètement absurde, soyons efficaces, etc. Mais ensuite, dans le panier, dans le papier de Madame Borne, il y avait que peut-être que ça voulait dire qu'il fallait aussi changer de style de vie et de manière de vivre. Et donc, ma question, c'est est-ce que la sobriété est l'idéal de vie que vous allez proposer, LREM, Renaissance maintenant, aux Français? Est-ce que c'est ça comment dirais-je, l'aperçu synthétique en quelque sorte de la politique qu'il faut mener maintenant? Alors, sur la question de la sobriété, est-ce que c'est un idéal de vie? Ça dépend ce qu'on met derrière, effectivement. Il y a un constat aujourd'hui, c'est qu'on doit répondre à un triple enjeu. Un premier enjeu qui est un enjeu climatique, un deuxième enjeu qui est celui du pouvoir d'achat et un troisième enjeu qui est celui de la souveraineté. Et parmi les clés qui nous permettront d'y répondre, il y aura nécessairement la sobriété. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on va électrifier les usages, on va avoir besoin de davantage d'électricité, et en même temps, on va devoir faire des efforts sur nos consommations d'énergie, tout type d'énergie confondue. Moi, ma conviction, c'est que la sobriété, cette démarche-là, c'est bien sûr une démarche de ce qu'on appelle la chasse au gaspillage, mais c'est aussi effectivement une façon de réfléchir nos modes de vie et d'avoir un projet de sobriété collective qui soit un projet à la fois partagé, compris et accepté. Et j'insiste sur le mot accepter. Dans les différents courants politiques aujourd'hui, on place le curseur de la sobriété à des niveaux différents et avec des temporalités différentes pour y parvenir. Moi, je crois que ça doit être une sobriété qui est accompagnée, qui est expliquée, mais pas une sobriété qui est imposée de façon bête et méchante, parce que sans adhésion d'une grande part de la population, on n'y arrivera pas. On se rappelle à l'époque quand on a passé la réduction de la vitesse de 90 à 80 km/h. C'est quelque chose qui pouvait sembler extrêmement bateau et finalement assez simple à accepter vu des bureaux parisiens. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué sur les territoires quand on veut le décliner. Donc il y a des enjeux territoriaux, il y a des enjeux d'acceptabilité et voilà, c'est vraiment la démarche qui est la nôtre. Dans nos travaux à l'équilibre des énergies, nous sommes arrivés à la conclusion que la décarbonation, ça allait coûter très cher en énergie. Et qu'en réalité, se passer des combustibles fossiles, ça veut dire que l'industrie doit produire des batteries, des voitures électriques, des bornes de recharge partout, que si elle veut passer un peu d'hydrogène pour l'industrie ou les transports lourds, il va falloir fabriquer des électrolyseurs, et qu'au bout du compte, les éoliennes, les centrales, c'est un effort de réindustrialisation absolument massive, et ça se compte en plus d'énergie. Il faudra consommer, il faudra produire et consommer plus d'énergie. Et vous avez dit électrifier. Donc, en fait, la question, c'est quoi? Pour décarboner, c'est pas uniquement de réduire la consommation, surtout s'il faut en consommer plus, c'est de changer de forme d'énergie. C'est à la fois faire attention au quotidien, faire attention de par les entreprises, les administrations, les particuliers, évidemment, on en a parlé, c'est tout l'objet de ce plan de sobriété. Et c'est effectivement accompagner les industries pour leur permettre de changer leurs moyens de production et de réfléchir à ce qu'est un moyen de production qui soit davantage durable. On l'a déjà beaucoup accompagné dans le cadre de France 2030, notamment sur les énergo-intensifs. Comment est-ce qu'on permettait, par exemple, à la métallurgie d'être plus vertueuse dans sa façon de produire? Et donc, c'est ce qu'on continuera à faire. Ce matin, j'ai reçu par email un ouvrage extraordinaire. C'était Mediapart, je crois. Ça s'appelait Bifurquons ensemble. Je pense que c'est un problème politique majeur. Bifurquons ensemble, c'était un ensemble de témoignages avec les fameuses déclarations des ingénieurs de Polytechnique ou de je ne sais quelle, toutes ces grandes écoles où tout d'un coup ils font des proclamations en disant qu'on ne travaillera plus avec des entreprises ceci ou cela. C'était un appel à la démission.
c'était des témoignages du genre « quittons l'industrie ». Et ça me fait penser à tout ce qu'on voit aujourd'hui chez les jeunes. Vous avez une inquiétude parfaitement légitime, alors pour le coup, à cause du changement climatique. Et vous avez des actes de désespoir. On va se coller je ne sais quoi, on va envoyer du... Or, la décarbonation, j'y reviens, mais il y a une fantastique demande d'ingénieurs. Mais pourquoi est-ce que il y a une mobilisation exceptionnelle qu'il faudrait organiser? Il faut répondre à cette angoisse et à ces appels à la désertion par des appels à la mobilisation, sans doute. Regardez, si on veut rénover les maisons, bah, il faut des gens qui les rénovent. Si on veut poser des pompes à chaleur, il faut des gens qui les pompent, qui les posent, etc. Donc il y a une demande de main-d'œuvre absolument considérable. Et comment est-ce qu'on peut joindre, ça c'est le boulot du politique, répondre à l'inquiétude des jeunes et dire voilà les canaux, les canaux de mobilisation, les nécessités, la main-d'œuvre, etc. Comment est-ce qu'on peut réussir ça en ce moment? Voilà. D'abord, pour revenir sur le petit article que vous avez reçu, que je n'ai pas lu de Mediapart, mais dont j'imagine un petit peu la teneur. Dans les scénarios sur lesquels nous, on se base, et en l'occurrence les scénarios futurs énergétiques 2050 de RTE, la nécessaire réindustrialisation est intégrée. Et donc il y a des c'est dans le papier, ça. Oui, mais il y a différents niveaux de réindustrialisation. Vous me permettrez d'accorder un petit peu de crédit à des calculs, à des études qui ont été réalisées pendant de longs mois avec un nombre d'acteurs très important. Donc pour moi, c'est pas uniquement des calculs sur le papier, je pense que c'est des scénarios qui sont crédibles et sur lesquels on a vocation à s'appuyer. Et je trouve d'ailleurs dommage aujourd'hui qu'une partie de la classe politique, notamment, mais pas que, remette en cause ce travail-là, parce que je crois qu'RTE a associé beaucoup d'acteurs, des plus pro-nucléaires aux plus anti, des différents courants politiques, et donc je crois qu'on a eu là un travail de qualité, vraiment de qualité. Ensuite, moi, je n'oppose pas les jeunes qui... réagissent à cette urgence climatique, à la question des métiers et des métiers en tension. Il est parfaitement compréhensible, et peut-être même heureusement d'ailleurs, qu'aujourd'hui une partie de la jeunesse, peut-être de plus en plus importante, soit très inquiet sur ce qui pourrait nous arriver en termes de climat dans les années et les dizaines d'années à venir. Précisément parce que en fait c'est leur avenir à eux, peut-être que davantage le nôtre. Donc ça c'est une chose et je crois qu'il faut l'entendre. Moi je ne suis pas favorable aux actions qui sont menées parce que j'estime qu'elles crispent toute une autre partie de la population. Et donc qu'on doit être collectivement vigilant à pas opposer les Français entre eux dans la façon dont on aborde la transition énergétique, mais bien à arriver à embarquer tout le monde. Et donc ça rejoint d'ailleurs ce que vous dites sur la question des métiers. Ça tombe bien, aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de l'industrie. Et donc on a eu l'occasion de valoriser un certain nombre d'écoles qui permettaient de travailler sur l'attractivité des métiers industriels, l'attractivité des femmes, notamment dans les métiers industriels, ce qui est aussi un vrai sujet. C'est quelque chose qu'on commence à faire maintenant dès le primaire, qu'on poursuit au collège, avec des temps dédiés pour justement la découverte de l'industrie. Ce qui pose problème, c'est pas le niveau des élèves, c'est de leur donner envie d'industrie. Et donc ça veut dire aller dans les filières scientifiques, aller dans les filières techniques, redorer le blason des filières manuelles. Je crois qu'on l'a beaucoup fait, notamment dans le cadre de l'apprentissage. Quand moi j'ai commencé la politique de façon bénévole en 2016-2017, on était très 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 loin de ce que par exemple faisaient nos amis allemands. Quand j'ai été en école d'ingénieur, l'apprentissage, c'était loin d'être répandu et c'était parfois même perçu comme une sous-filière. Aujourd'hui, on a plus de 700 000 apprentis par an, ce qui est un vrai levier et une vraie réussite qui permet précisément de répondre et d'apporter davantage de ressources à ces filières industrielles. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on incite les jeunes à faire des cursus scientifiques. On a remis notamment davantage de mathématiques au lycée. On va en remettre dès le plus jeune âge, ce qui doit permettre d'aguerrir davantage les jeunes à ces filières-là et donc leur permettre d'y aller après. Voilà. Donc tout va bien en somme. Non, je dis pas que tout va bien, mais si tout allait bien, je serais pas là, monsieur. Mais enfin, vous me posez des questions, souffrez que j'y réponde. Mais bien entendu, je souhaite simplement que vous réussissiez à faire tout ça. Par exemple, il y a eu un espèce d'écroulement de la présence des jeunes dans les filières scientifiques, des filières d'ingénieurs, notamment les femmes. Donc, il faudrait... Ah non, les femmes, elles se sont pas écroulées, elles y allaient pas avant.
Eh ben alors donc il faut qu'elles y aillent. Il faut qu'elles y aillent. Ben, vous êtes l'exemple, au contraire, vous êtes vous-même ingénieur, donc vous êtes spécialisé vous connaissez le nucléaire, etc. Et vous n'êtes pas très nombreux au Parlement à avoir ces compétences-là, donc c'est très important. Donc il faut continuer. Comment se fait-il, par exemple, que beaucoup de jeunes disent le gouvernement c'est l'inaction climatique? Ça devient absurde. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir réussir à mobiliser tous ces jeunes avec une espèce de programmation? Nous ne considérons pas que vous ne faites rien. Nous considérons chaque loi qui vient, il y a un petit chapitre où il y a un chapitre, il y a des dispositions concernant le climat. Le problème, c'est qu'elles sont émiettées. Et donc, comment est-ce que politiquement, on peut réussir, si vous voulez, tout d'un coup, à déclencher quelque chose qui apparaisse comme la véritable réponse du gouvernement à la question C'est une vraie climatique. question. C'est une vraie question parce qu'en matière d'écologie, ce qui est visible est souvent radical. La question est de savoir est-ce qu'on a vocation à tendre vers davantage de radicalité et dans quelle mesure cette radicalité elle est acceptée de la population. Il y a eu par exemple des études, des scénarios, pour prendre celui de Négawatt, hein, chacun en pense ce qu'on veut, mais qui va extrêmement loin dans la sobriété énergétique. Moi, ma conviction, c'est que ce ne serait pas accepté à grande échelle, à l'échelle du pays, qu'on n'arriverait pas à embarquer les citoyens, qu'on n'aurait pas d'adhésion sociétale suffisante que donc, de facto, ça le rend obsolète. Est-ce qu'on doit être plus radical sur certaines mesures? Peut-être. Je pense en revanche qu'il faut être aussi vigilant quand on parle de sobriété, quand on parle d'efforts de consommation, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où de toute façon, les Français font déjà de gros efforts, du fait notamment du prix de l'énergie, du prix de l'électricité, du prix du gaz. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir cette adéquation-là. Mais j'en conviens que c'est pas évident. J'ai été, moi, extrêmement malheureux lorsqu'en 2019, ou je ne sais plus, lorsqu'on a fermé Fessenheim. J'espère que vous reconnaîtrez que c'est une erreur. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à l'époque, il y a eu une tribune publiée par la ministre de la Transition qui s'appelait Madame Borne et qui se félicite de cette décision qu'elle estime justifiée par la responsabilité écologique, le sens des responsabilités. Alors, on se rend compte qu'on avait besoin de cette centrale et on a besoin des nouvelles centrales que le gouvernement ou que le président de la République a annoncées. Mais quand est-ce qu'on décide alors? Est-ce qu'il fallait fermer cette centrale? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, si on avait, parce qu'on a dit il fallait la fermer, elle est trop vieille. Bon, je pense qu'aujourd'hui, Bugey doit avoir à peu près le même âge que Fessenheim à l'époque où on l'a fermée. Et elle est encore en fonctionnement et c'est heureux. Ça s'inscrit dans un contexte, je ne vais pas revenir dessus, qui est d'abord celui du quinquennat de François Hollande et probablement d'une opinion publique qui a aussi évolué en matière de nucléaire. Enfin, c'est un autre sujet. Quand est-ce qu'on le décide? On le décide dans le cadre donc, de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui arrivera l'année prochaine, durant laquelle, je l'espère et j'ai assez peu de doutes, on reviendra sur la fermeture d'un certain nombre de réacteurs qui avaient été prévus et dans laquelle on intégrera la décision qui a été prise de construire dans un premier temps 6 EPR. Avant ça, on va passer une loi qui doit permettre d'accélérer ces constructions, puisqu'aujourd'hui, entre le moment où la décision est prise, et le moment où on démarre à proprement parler le chantier, il va se passer 4, 5, 6, ouais. Bon, voilà. 7 ans, voilà, les paris sont ouverts, mais en tout cas beaucoup trop longtemps. Donc il va falloir qu'on arrive, de par cette loi, à réduire un certain nombre de délais et probablement à paralléliser un certain nombre d'opérations. Je vois déjà les critiques qu'on va nous dire. Alors, j'entends déjà à la gauche de mon hémicycle dire « vous êtes en train de vous asseoir sur le code de l'environnement ». Il n'est pas question de s'asseoir sur le code de l'environnement et encore moins de brûler le code de l'environnement. Juste d'admettre qu'aujourd'hui, au regard de la situation qui est la nôtre, on ne peut pas se permettre d'attendre 6 ou 7 ans pour construire des EPR sur des sites qui accueillent aujourd'hui de toute façon déjà des réacteurs, puisque les sites sont relativement connus. On commencera par Penly, puis Gravelines. Et donc on doit pouvoir aller plus loin. Pourquoi pas commencer à faire du terrassement en parallèle de la poursuite des consultations et des différentes demandes administratives. Mais il y a une vraie nécessité d'être en capacité d'aller plus vite. Et d'ailleurs, c'est le cas
sur la construction de réacteurs, de la même façon que c'est le cas sur le développement des énergies renouvelables. Et de façon générale, on se rend compte qu'on a des process de décision avec des formes de millefeuilles administratifs en France qui ne sont pas du tout adaptés à l'urgence des situations, que ce soit sur la nécessaire reconquête d'une souveraineté, que sur la lutte contre le changement climatique. On ne peut pas se permettre, on ne peut pas dire d'un côté on a 2 ans pour agir et en même temps il nous faut 6 ans pour démarrer le chantier d'un EPR. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu antinomique entre les deux. Vous êtes en train en ce moment au Parlement de discuter de la loi d'accélération des renouvelables, qui est arrivée du Sénat avec beaucoup de... On a multiplié par 5 la longueur de la loi, mais enfin bon, beaucoup de choses utiles certainement. Et vous vous apprêtez à le faire pour le nucléaire. Donc il y aura quand même des dérogations. Mais bon, je veux dire, même l'Union européenne admet que pour arriver au fait pour 55, il faudra des dérogations parce qu'il faut aller plus vite. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc la question, c'est quand. Vous parlez des scénarios de RTE. Il y en a plusieurs. Donc, il y a Monsieur Gallois, même, il voudrait aller à 900 TWh. Donc, là, c'est un petit peu excessif. Mais donc, il y en a plusieurs quand même. Donc, vous avez fait votre choix dans l'ensemble de ces scénarios. Le scénario à 750 et 650. Parlons de l'électrification. Aujourd'hui, l'électricité dans la consommation finale, c'est 25%, 26%. Si on veut électrifier, il faut arriver en 2050 à ce que ce soit peut-être 50 à 60%. Donc ça veut dire 1% de plus d'électrification par an. Ça veut dire que ce n'est pas simplement la production, ce sont aussi les usages. Et les usages, alors c'est par exemple la voiture électrique, avec les difficultés qu'on a, notamment les bornes de recharge. Il faut vraiment un programme qui aille au-delà de 2023, autrement on n'y arrivera pas. Et il faut les batteries, il faut tout ça. Et puis ce sont les bâtiments. Donc est-ce que les dispositions sont prises pour pousser cette électrification ? On l'a déjà fait, on a commencé à le faire sur le quinquennat précédent pour accompagner les ménages, notamment pour changer leur mode de chauffage, par exemple, pour faire davantage d'économies d'énergie chez eux, j'en ai parlé. On va continuer à le faire effectivement sur la voiture, on doit le faire sur le ferroviaire. Donc il y a tout un plan d'électrification qui a été mis en place qu'on va continuer à préciser lors de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Et sur le quand, sur la question de la construction des futurs EPR, là, malheureusement, avant que la loi soit passée, je ne suis pas en capacité de le lire parce qu'il aura échappé à personne ici que nous n'étions pas en majorité absolue au Parlement et que ça implique un certain nombre d'échanges et de concertations. Et a Je crois qu'il y a une majorité pour le nucléaire quand même. Oui, mais en fait, il faut voir quand même comment le truc retombe. C'est pas si évident que ça. Mais alors, est-ce que je peux venir à l'électrification des modes de chauffage du bâtiment ? En principe, on a une nouvelle réglementation thermique qui s'appelle la RE 2020 et qui, en quelque sorte, entérine le retour de l'électricité. Mais en même temps, il y a toujours dans le diagnostic de performance et dans les calculs de performance du bâtiment, il y a toujours cette incroyable pénalisation de l'électricité qu'on appelle le coefficient de conversion de l'électricité en énergie primaire. Mais tant qu'on est ça, le gaz passe avant. Dans le DPE, les maisons chauffées au gaz sont primées, passent avant les maisons chauffées à l'électricité. Et même dans la définition des passoires thermiques, peut-être 1 million sur les 5 millions de maisons sont considérées comme des passoires thermiques uniquement parce qu'elles sont chauffées à l'électricité. Quand est-ce qu'on va changer cette aberration ? Alors pour être très honnête, je connais mal le sujet. Donc je regarderai, je pourrais vous apporter une réponse après, mais je ne vais pas vous inventer une réponse pour vous faire plaisir. Alors c'est très important, ce point est très important. Et il est très important pour nous. C'est quoi le coefficient de conversion ? C'est très simple, c'est que l'idée, dans une maison, vous consommez une certaine énergie qui est facturée. C'est l'énergie que vous allez consommer, puis on calcule. Des gens se sont dit, tiens, on va ajouter à cette consommation d'énergie une estimation de l'énergie nécessaire pour amener cette énergie à la maison. C'est-à-dire que si vous avez du fioul, il faut aller chercher le fioul, il faut faire des forages, il faut extraire, il faut raffiner, il faut transporter tout ça. Donc on ajoute tout ça. Et puis à la fin, non, ça ne concerne que l'électricité. On ne fait ça que pour l'électricité. Et donc, on va pénaliser l'électricité en disant « Ah, mais l'électricité, il faut la produire. Et donc, on va ajouter à votre consommation dans la maison une estimation
Alors, elle est différente d'un pays à l'autre, c'est totalement arbitraire, de la quantité d'énergie nécessaire pour produire cette électricité. Tant qu'on aura ça, on ne pourra pas électrifier tranquillement, quoi. L'électrification est bloquée par cette pénalisation invraisemblable qui ne touche pas les autres formes d'énergie. Pourtant, le gaz, il faut l'extraire, il faut faire des compresseurs, etc. Non, 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 ça ne concerne que l'électricité. Voilà. Alors, j'ai essayé d'expliquer le problème. Oui, je confirme. Bon, alors c'est parfait. Est-ce que vous attendez une réponse Ah, oui, j'attends une réponse. J'attends qu'on nettoie les règlements et les lois de ça, quoi. Vous avez des adversaires. Je suppose que Mme Delphine Batho n'est pas exactement dans la même opinion que vous. Et elle dit, il faut sacraliser le coefficient. Donc c'est dans la loi. Donc il faut une loi. Et ensuite, il faut nettoyer, parce que ça devient absurde, quoi. Bon, et c'est tellement arbitraire, puisque d'un pays à l'autre, c'est pas le même, quoi. Donc, à un moment donné, si on veut électrifier, il faut électrifier. Si on veut pas électrifier, il faut le dire, faisons du gaz. Le gaz, on considère que c'est 100% de rendement. On le brûle, formule 100%. L'électricité, non. Voilà. Donc, je suis très content parce que voilà un point sur lequel notre association cherche à informer les parlementaires d'un certain nombre de dispositions qui entravent la transition. Bon, passons à autre chose. Est-ce que bon, dans la transition, une partie de nos contemporains considèrent que l'agriculture a un rôle aussi très important, considèrent que c'est à peu près un tiers des émissions. Est-ce que là aussi, vous avez un certain nombre de dispositions que vous êtes prêtes à mettre en œuvre pour essayer de modifier ou de réduire les émissions de l'agriculture française ? Oui, ce sera je pense, un des grands chantiers de la loi de programmation énergie-climat qui arrivera mi-2023. On n'a pas exactement la date encore, mais enfin bon, ce sera juste avant ou juste après l'été, peu importe. En tout cas, moi, la vision qui est la mienne, c'est qu'on ne doit pas pour autant renoncer au modèle productiviste de l'agriculture tel qu'il existe aujourd'hui. Puisqu'on parle de souveraineté alimentaire, ça veut dire permettre à nos agriculteurs de produire suffisamment et d'être suffisamment compétitifs sur un marché qui est extrêmement tendu. Il y a plusieurs, à mon avis, pistes qu'on peut creuser. Il y a les questions de carburant qui est utilisé avec aujourd'hui le GNR agricole qui est sur un autre régime que le GNR normal, qui est lui-même sur un autre régime que le gasoil normal. Donc, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Il y a la question des intrants et de la façon dont on les produit, avec souvent des émissions de carbone qui sont importantes. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs pour permettre de produire, de pouvoir y avoir accès en consommant moins de CO2. Et je crois qu'en l'occurrence, c'est vraiment un travail qu'on mènera avec mes collègues qui, pour le coup, sont spécialisés sur le sujet dans la commission Affaires économiques. Je pense notamment à Stéphane Travers, par exemple, mais qui doit être un modèle respectueux des agriculteurs, qui les accompagne et non pas qui les contraint, on va dire, dans un contexte où une part d'entre eux sont déjà en souffrance. Il y a un domaine qui nous préoccupe dans notre association, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Alors, on parlait du gaz, par exemple, qu'on peut en faire avec la méthanisation. Nous ne connaissons pas les ressources exactes de la biomasse en France. Il y a des appréciations qui varient d'un ordre de grandeur. Hein, c'est assez frappant. Et il y a aussi une très forte demande. Beaucoup de filières ont besoin de la biomasse, ou disent on va faire ça avec de la biomasse, que ce soit l'hydrogène, que ce soit le méthane, ou que ce soit, et pour nous c'est très important, l'aviation et les carburants pour l'aviation, ce qu'on appelle les SAF. Et il nous semble qu'il faudrait peut-être que le gouvernement, peut-être à l'occasion de la PPE, nous fasse un espèce de récapitulatif. Voilà quelles sont les ressources de la biomasse sans doute en France. À quoi est-ce qu'on peut les prioriser ? Pour l'instant, l'aviation est le seul mode de transport qui a absolument besoin d'un carburant liquide. Et donc, peut-être que ça vaudrait le coup, si je puis dire, de prioriser l'affectation de la biomasse à l'aviation, plutôt que laisser faire un petit peu le premier qui se sert, quoi. Alors, c'est possible, il faut voir comment... Enfin, je ne sais pas si c'est possible, il faut voir si c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on doit le développer ? Oui, je suis allée voir une unité de méthanisation il y a une semaine, là, dans le Loiret.
qui fonctionne extrêmement bien et qui est typiquement le genre de projet qu'on veut valoriser. C'est vraiment des agriculteurs, c'est des exploitants qui se sont concertés, qui se sont réunis pour créer leur unité de méthanisation avec un projet qui a été bien réfléchi. C'est pas le cas de tous les projets en la matière qui ont vu le jour ces 10 dernières années. Enfin là, en l'occurrence, c'est très respectueux des habitations alentours, c'est-à-dire que c'est un peu excentré. On n'a pas de problème on n'a pas de problème spécifique de facto avec les flux de camions. Et derrière, ça produit du gaz pour les 2000 personnes alentour. Et puis ça produit aussi une forme d'engrais, le délestat, qui ensuite sert dans les champs. Donc on est vraiment sur un modèle qui est assez vertueux, sans... Je veux bien qu'on puisse se dire on priorise et qu'on envoie tout ça vers l'aviation ou qu'on essaie de l'utiliser différemment, mais je pense que ce modèle un peu format circuit court de l'énergie est bénéfique pour les populations, bénéfique pour les agriculteurs, me semble typiquement le genre de modèle à développer, et j'ai le sentiment, sans être une grande spécialiste de la méthanisation, qu'on a pas mal avancé sur ces questions-là et qu'on arrive à avoir des projets qui sont probablement mieux dimensionnés que ce qu'ils étaient il y a 10 ans, avec des concertations, une façon d'embarquer les populations environnantes qui les rendent aussi plus acceptables. Oui, certainement. La méthanisation, ça fonctionne très bien. Moi, il y a sans doute des limites. La méthanisation, c'est plutôt pour l'industrie animale, disons, les bouts de station d'épuration. C'est un peu moins pour les grandes cultures parce qu'on a besoin de garder le carbone dans les sols davantage. Mais alors, il faut faire des cultures intermédiaires. Et au bout d'un certain temps, si vous voulez, l'unité de méthanisation devient une industrie. Et il faut faire venir les déchets de très loin. Il y a des participations qui sont prises par les producteurs d'énergie et les agriculteurs progressivement poussés vers la sortie, etc. Donc, il y a certainement des limites ou un encadrement, mais en effet, ça marche très bien. Moi, mon problème, c'est l'aviation. Comment est-ce qu'on peut décarboner les carburants de l'aviation? On commence sans doute par des ressources issues de la biomasse. Il y a, Total fait ça à la Med, je crois, mais ça suffira pas. Et donc, à un moment donné, il y a une nouvelle filière qui est une filière industrielle où on essaye de recycler le CO2, de le combiner à de l'hydrogène. Et avec de l'énergie, il faut beaucoup d'énergie. Encore une raison de considérer qu'il faudra plus d'énergie. Vous fabriquez des hydrocarbures. Et donc, votre carbone, au lieu d'aller le chercher dans le fossile, vous allez le prendre dans le CO2 que vous récupérez à la sortie des usines ou dans l'air. Ça ne fait que commencer. Mais c'est sans doute une filière d'avenir. Donc, il faudrait sans doute l'encourager. Et qu'est-ce que vous avez proposé, vous, pour l'encourager dans vos études? Eh bien, d'abord, qu'on le fasse. Vous avez un certain nombre d'entreprises françaises, il y a Total, mais qui propose comme service maintenant d'aller récupérer le CO2 à la sortie des usines, dans la vallée de la Seine, et d'aller ensuite le transporter dans la mer du Nord, avec Equinor. Donc, il y a déjà des choses qui se passent. En revanche, il n'y a qu'en Islande, au Canada, aux États-Unis, qu'on commence maintenant à combiner ce CO2 avec de l'hydrogène pour faire des hydrocarbures. Et vous avez déjà une entreprise au Canada dont Airbus est un client. Donc, si vous voulez, c'est sans doute une filière d'avenir. Donc, sans doute, il ne faudra pas qu'on soit dépassé et qu'on ne l'ait pas chez nous. Je ne sais pas, je vous pose la question. Mais j'entends. Bon, ok. Bon, alors c'est parfait. Donc, voilà. Et je suis très content de vous présenter ici un certain nombre de représentants de la Fédération des travaux publics. Et je dis ça parce que la Fédération des travaux publics a un plan tout à fait remarquable de décarbonation de leurs propres activités. Ils ont calculé que leurs propres activités, c'était à peu près 3,5% des émissions françaises. Mais ils se sont aussi rendus compte que les usagers des infrastructures qu'ils construisent, c'est 50% des émissions de la population française. Et donc, ils sont en train de préparer un plan avec nous, équilibre des énergies. Nous, on travaille plutôt sur les pompes à chaleur et sur les bornes de recharge et des choses de ce genre-là. Mais en faisant tout ça ensemble, il nous semble que nous avons un projet que nous pouvons présenter aux parlementaires. Eh bien, je vous écoute. Voilà, vous voyez, alors, ils pourront peut-être prendre la parole tout à l'heure. Donc, il y a un moment donné, monsieur le maître de cérémonie, il y a un moment donné où c'est pas uniquement le président de l'équipe des énergies qui parle, mais il y a d'autres personnes dans la salle ou en ligne qui peuvent éventuellement poser la question. On a la chance d'avoir la porte-parole du gouvernement, enfin du gouvernement de Renaissance, je dirais. C'est Olivier Véran, en fait. Oui, mais
Vous êtes porte-parole et vous l'avez déjà été, donc c'est important pour nous. Je veux dire, la colonne vertébrale, si vous voulez, du Parlement, c'est quand même vous. Donc, une grande partie des décisions qui vont être prises pour la décarbonation vont dépendre de vous. Et vous avez en plus une spécialisation technique. Vous me donnez beaucoup de responsabilités, quand même. Je suis sûr que vous ne les fuirez pas. Que ce soit une... alors, comment est-ce qu'on les pilote? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude qui est extrêmement légitime de la part des ménages et des impacts sur le prix qui sont effectivement, ou en tout cas, qui ont pu être inquiétants. La France est un des pays de l'Union européenne qui a le mieux protégé ses populations, qui a le mieux protégé les Français face à la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Le bouclier tarifaire qui a été mis en place et annoncé par Bruno Le Maire notamment est un des boucliers tarifaires les plus protecteurs de l'Union européenne. En 2021, je crois que l'ensemble des dispositions mises bout à bout représente un effort de l'État à hauteur de 100 milliards d'euros. Effort qui a d'ailleurs permis de contenir l'inflation. On a un contexte inflationniste en France qui est évident, mais qui est bien moins important que ce que peuvent connaître nos voisins italiens, allemands ou espagnols, par exemple. On a plafonné pour l'année prochaine, on a contenu, si je puis dire, la hausse à 15%. Alors, ça a déjà été annoncé, vous me direz 15%, ça reste malgré tout une augmentation. Si on n'avait pas fait cet effort-là, les factures s'envolaient de 100-120% sur l'électricité comme sur le gaz, qui représentaient des hausses colossales chaque mois pour les ménages, et donc c'était pas acceptable. Ce premier effort-là, c'est environ, je crois, 16 ou 17 milliards d'euros. Donc on est sur une somme qui est très importante. Viendront s'ajouter à ça un chèque énergie qui sera envoyé en début d'année prochaine, entre 100 et 200 euros en fonction de la situation du ménage, qui va concerner jusqu'à 12 millions de foyers. Donc 12 millions de foyers, on est quand même sur une partie importante de la population, et d'une population qui a le plus besoin d'être aidée, le plus besoin d'être accompagnée. Et ça, c'est 2 milliards d'euros d'efforts supplémentaires. Donc, de la même façon qu'on l'a fait pendant le coronavirus, la première priorité du président de la République, c'est de protéger les Français. Avec bien sûr de l'argent qui ne tombe pas du ciel, une trajectoire budgétaire qui doit rester maîtrisée autant que possible, et en même temps une nécessité d'aider les Français, d'aider les entreprises, de préserver le tissu économique, qui est un cap qui, je crois, a été suivi ces dernières années et qui continuera de l'être. J'entends parfaitement. Il y a évidemment un enjeu, premier enjeu, un des premiers enjeux, une fois qu'on a trouvé les solutions technologiques, c'est effectivement le financement. Je ne vais pas mettre bout à bout tout ce qu'on vient de voter dans les différents projet de loi de finances rectificatif. Enfin, l'État a massivement injecté de l'argent sur la rénovation thermique des bâtiments, le déploiement des bornes, on le fait aussi, les régions le font. La région Île-de-France, notamment, accélère, je crois, beaucoup sur ces questions-là. On le fait sur le ferroviaire, on le fait sur le développement des mobilités. Le Grand Paris, je reprends la région qui est la nôtre, mais c'est le cas dans d'autres régions aussi. La question, à mon avis, de fond, si on part du principe que l'argent ne tombe pas du ciel et que ni vous ni moi n'avons de machine à billets dans notre sous-sol, c'est qui finance et comment est réparti l'effort de financement entre l'État, les entreprises et plus globalement, voilà, au sein de la société. C'est une vraie question de fond. Sur lequel, moi je suis assez d'accord avec la position de Bruno Le Maire, qui est de dire il faut un juste équilibre et en même temps on ne va pas surtaxer les entreprises pour aller financer des investissements que ferait l'État, puisqu'au fond on a besoin des entreprises pour générer la croissance, donc ce ne serait pas forcément un modèle qui serait très vertueux. Moi je crois que une des réponses, ça va être aussi la nécessité pour nous, politiques, de faire des réformes et de faire des réformes qui vont permettre de dégager des marges financières
pour aller financer un certain nombre de grands chantiers. On parle de la transition énergétique, vous venez d'en parler, c'est le sujet de ce matin. Enfin bon, on pourrait aussi parler d'école, on pourrait aussi parler de santé. Et on en vient à un certain nombre de réformes qui ne sont pas forcément très populaires aujourd'hui. Mais quand on fait, pardon de cette digression, mais quand on parle de réforme des retraites, pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme des retraites? Pourquoi est-ce qu'on veut la faire? On veut la faire parce que travailler un peu plus et un peu plus longtemps, c'est ce qui va permettre au pays de produire davantage de richesses. Et un pays qui produit davantage de richesses, c'est un pays qui peut investir davantage dans la transition écologique et dans les autres grands chantiers que je viens de citer. Va falloir, à mon avis, réfléchir à des réductions de dépenses propres à l'État, à des réformes structurelles internes à l'État qu'on n'a pas fait lors du précédent quinquennat et sur lesquelles il va falloir avancer. Je crois que la clé, elle va être là-dedans. Elle va être dans toutes ces réformes structurelles qui vont être des réformes difficiles qu'on va devoir mener à notre échelle. On parlait de la réforme, il y a la réforme de l'assurance chômage, là il y a la réforme des retraites. On va devoir en mener d'autres, mais de toute évidence, si on ne dégage pas ces marges-là, on ne sera pas en mesure de financer ces grands enjeux. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne pense pas qu'il y a nécessairement à faire de choix entre les uns et les autres. En revanche, dans les exemples que vous venez de citer, toutes les technologies ne sont pas mûres, en tout cas pas au même degré. La question des pompes à chaleur, par exemple, elle l'est. Et on a déjà, dans le cadre de ce que vous avez, MaPrimeRénov', enfin tous ces dispositifs d'aide, injecter des sommes d'argent qui sont très importantes pour permettre, en tout cas, accompagner les ménages dans cette transition-là. Et donc, il faudra continuer à le faire. Sur la capture carbone, dans le cadre de France 2030, on accompagne les industriels pour permettre de continuer à développer la recherche et le développement. Mais il ne me semble pas aujourd'hui, sauf peut-être que je me trompe, mais que la technologie soit parfaitement mûre pour être déployée dans l'ensemble des industries. C'est la même chose pour l'hydrogène. Il y a aussi des technologies sur lesquelles on a encore besoin d'avancer. Donc, moi, ma vision, c'est mettons le paquet sur celles qui existent déjà et dont on est sûr qu'elles sont opérantes et continuons à travailler sur la recherche. De toute façon, aujourd'hui, peu importe les directions qu'on prend, ça comporte une forme de pari technologique. Et d'ailleurs, c'est ce que dit assez bien RTE dans ses scénarios. Ça induit une forme de pari technologique. Ce qui, pour moi, doit nous pousser à développer toutes les solutions qu'on imagine possibles dans l'avenir. Je ne vois pas, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que le gouvernement serait opposé à la capture carbone ou aux pompes à chaleur. Il ne s'agit pas d'y être favorable ou défavorable. Enfin, je crois que tout le monde aujourd'hui, avec un minimum de bon sens, est nécessairement favorable à ces technologies et à ces alternatives. Il y a une question financière, on en a déjà parlé, et une question d'accompagnement et de développement des technologies pour qu'elles arrivent à maturité. Mais ça, c'est pas uniquement de la volonté du gouvernement. C'est aussi de la volonté des entreprises. Moi, j'entends beaucoup, et il est parfaitement normal que vous me questionnez sur les trajectoires politiques et les volontés politiques, puisque je suis là pour ça. Je me permettrai de rappeler que c'est un projet collectif quand même, et que voilà, il est aussi il faut embarquer les entreprises, qu'elles ont aussi leur rôle à jouer dans la façon dont tout ça doit être développé. Quand vous parliez, monsieur, du plan que vous avez développé et des solutions que vous formulez, c'est exactement ce que nous, on attend des différentes filières. C'est un accompagnement mutuel du politique et de l'entreprise. Ça tombe bien, donc nous prendrons rendez-vous si vous voulez bien, et on essaiera de vous donner toutes les informations dont nous disposons. Alors la FNTP a fait ce travail remarquable. Monsieur Xavier Neuschwander, qui est ici, vous a précédé ici dans un atelier, donc il a pu développer tout ça. Équilibre des énergies est une association d'entreprises essentiellement, donc toutes les entreprises du bâtiment, du transport, EDF, Total Énergie travaillent ensemble pour proposer tout ça. Moi, j'ai encore un point pour vous embêter un tout petit peu. Non, c'est même pas pour vous embêter, c'est le nucléaire. Ce sont les déchets. La question des déchets nucléaires, comme vous le savez, est une question qui préoccupe. C'est essentiellement cette question-là qui est en quelque sorte le talon d'Achille du nucléaire.
Alors, Bure, qui a été donc proposé, Bure, c'est très bien pour toute la génération des centrales nucléaires qui ont été construites. Si on fait du nouveau nucléaire, il faudra de nouvelles galeries, ou il faudra trouver un autre système. Alors moi, ma proposition, c'est pourquoi est-ce qu'on ne lance pas un travail de recherche, notamment avec les Belges et d'autres, sur la transmutation des déchets nucléaires, qui consiste à réduire la durée de vie des déchets de longue période en déchets de courte période. Et ça économiserait beaucoup de place à Bure, ça dégage moins de chaleur. Donc si vous voulez, il y a des solutions, y compris pour les déchets. Alors elles sont encore, en effet, hors d'atteinte. Ce n'est que le début. Simplement, c'est une perspective qui, tout d'un coup, réconcilierait beaucoup de gens inquiets avec le nucléaire. Donc politiquement, ce serait extrêmement important. Et la difficulté, je pense, pour vous comme pour nous, c'est que c'est très technique tout ça. C'est à la fois donc pour les députés et nous avons besoin de perspectives politiques, d'appui politique, de décisions qui sont prises notamment dans les lois. Nous arrivons à quelques amendements, etc. Et vous avez sans doute besoin aussi d'avoir un panorama des techniques disponibles, de leur situation, où est-ce qu'on en est, etc. Quand je reviendrai sur le financement, l'idée de la FNTP est de créer un organisme dont on pourra parler après, qui s'apparenterait un peu à la Caisse de l'énergie après la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc on a là aussi un certain nombre de propositions qui sont elles-mêmes des propositions de rupture, j'allais dire, mais qui serviraient certainement le politique parce qu'elles ont une grande cohérence. Alors, mais du coup, on était parti des déchets. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. C'est pas grave. Alors, les déchets, revenons aux déchets. La transmutation. Attends, les déchets et le bâtiment, enfin, le nucléaire et le bâtiment, je suis pas sûr qu'il y ait un lien direct. Non, aucun. Aucun. Donc les déchets. Votre question sur les déchets, c'est quoi? Je voudrais que le gouvernement lance un programme sur la transmutation des déchets nucléaires. Je voudrais que le mais déjà, des programmes de R&D sur la transmutation nucléaire, ça existe déjà. Non, pas en France, non. En tout cas, il y a beaucoup d'industriels qui travaillent dessus. Pas en France, non. Il y a des gens qui travaillent sur les nouvelles générations, des petits réacteurs, des sels fondus, tout ce que vous voulez. La transmutation en tant que telle, qui consiste à construire des réacteurs rapides dédiés exclusivement à la transmutation, non, il n'y en a pas. Donc vous voulez qu'on lance une filière dedans? Avec les Belges. Très bien, écoutez, je note, je vous reviens à ce sujet. Parfait, merci. Formidable. Voilà. Non, mais plus globalement, voilà une réunion utile. Sur la question des déchets, j'entends que ça puisse rebuter une partie des Français et qu'effectivement ça génère une forme d'inquiétude et une forme d'angoisse parce que pour une partie d'entre eux, ils seront radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années et qu'à partir du moment où on est sur ces échelles de temps, au fond on touche à l'éternité. Et donc il est assez humain qu'il y ait derrière forcément que ça puisse générer une forme d'angoisse. Pour autant, pour la partie qui va être hautement radioactif sur une vie longue et dont il est prévu qu'on les enfouit à Bure, c'est pas une solution qui a été dressée sur un coin de table en l'espace de 2 ou 3 ans. Le projet CIGEO, il a commencé à être instruit en 1991. 1991, c'est l'année de ma naissance, vous voyez. Donc il s'est passé. C'est l'année où j'étais ministre et que j'ai signé cette loi. Voilà, il s'est passé un peu de temps. Des politiques et des industriels se sont succédés et ont approfondi le dossier, tant sur le plan technique que sur le plan politique. Ça a été validé à maintes reprises sur le plan technique, avec des instructions de plus en plus approfondies. Ça a été validé sur le plan démocratique à plusieurs reprises, à 3 reprises par l'Assemblée nationale et par des majorités de couleurs politiques différentes, ce qui est, je crois, un point important à souligner. Et le projet, d'ailleurs, continue d'avancer, puisque je crois que la déclaration d'utilité publique a été obtenue et que la DAC doit être déposée d'ici à la fin de l'année. Donc, j'ai conscience qu'on est vraiment sur des procédures du temps long. Je suis allée à Bure il y a quelques semaines de ça pour voir le laboratoire. On est sur des procédés qui sont maîtrisés. Est-ce que c'est parfait ? Probablement pas. Enfin, moi, je préfère avoir des déchets de haute activité à longue vie
enfoui comme le prévoit le projet CIGEO plutôt que stocké en surface et accumulé comme on le fait depuis des années. Et par ailleurs, je préfère aussi ça que toutes les émissions de CO2 qui seraient induites par l'arrêt du nucléaire. Mais bien sûr, le seul problème, c'est que Bure est plein. Il n'y a plus de place à Bure. Oui, Pour les nouveaux réacteurs, il n'y a plus de place. Donc, la solution que je propose, c'est une des solutions qui réduit la place prise par les déchets. Oui, Elle la réduit. Donc, je l'entends, mais comme vous gagnez de la place. Comme la solution. Alors, qu'on aille vers ces techniques, qu'on avance sur cette recherche-là, moi, j'y suis évidemment favorable. En revanche, comme on n'a pas la certitude du débouché, et que je trouve qu'on a beaucoup trop attendu et qu'on attend trop sur cette question des déchets, mon avis serait malgré tout de peut-être réinstruire le dimensionnement du projet CIGEO pour que, dans le cas où on n'arrive pas au terme sur la transmutation, on ait quand même une solution alternative, ne serait-ce que pour que nos enfants dans 30 ans ne se retrouvent pas à se poser les mêmes questions que nous avec 30 ans de retard supplémentaire. Je suis d'accord. Alors, je commencerai peut-être par une remarque. Le mot de sobriété, dans le milieu de l'énergie, il est employé depuis un certain temps, mais dans le champ politique, il est en fait assez récent. On parle de sobriété, en réalité, depuis quelques mois. Je crois que la première fois que j'entends le président de la République prononcer le mot de sobriété, c'est lors du discours de Belfort. Et là, avec quelques copains, on se dit, ah, tiens, on a basculé d'efficacité à sobriété. Le discours de Belfort, c'était le 10 février 2022. Donc ça fait pas un an. Vous voyez, voilà, c'est juste pour remettre quelques repères politiques en perspective, ce qui peut à la fois nous désoler quant au fait que ça arrive tard et en même temps peut-être nous encourager quant au fait qu'en l'espace de si peu de temps, c'est plutôt bien infusé dans la société. Moi, de ce que j'entends dans ma circonscription, c'est que les citoyens ont quand même massivement pris conscience de la nécessité de consommer moins et d'aller vers de réels efforts de sobriété. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on leur permet de l'appliquer et sans rogner de façon pas acceptable sur leur mode de vie et sans qu'ils le perçoivent comme une forme de régression sociale. Et donc, sur les grandes agglomérations, on va être sur le développement, par exemple, des transports en commun. On a parlé du réseau de pistes cyclables, la façon dont on réfléchit nos organisations au travail, par exemple, avec le télétravail, mais encore faut-il que ce soit bien fait pour qu'il y ait un réel gain derrière en matière d'énergie. Donc la réflexion, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à accompagner en sachant que on ne fera pas sans une partie de coercition. On le sait, on va devoir, malgré tout, aller vers un certain nombre d'interdiction. La question, c'est à quelle temporalité et dans quelle mesure, puisque faut-il, pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'elles soient acceptables. Si elles ne sont pas acceptables, si elles ne sont pas acceptées, c'est pas compliqué. À la prochaine élection, ils prendront un autre bulletin. Et malheureusement, je vois à peu près quel genre de bulletin, si ça se passe mal, en fait, ils risqueraient de prendre. Alors, ça, c'est la première chose. Et je vais terminer, si ça ne vous embête pas. On a une réflexion là, quand on parle de transport en commun, quand on parle de pistes cyclables, qui est une réflexion très urbaine. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez parler de sobriété dans le Pas-de-Calais, et on va vous dire, mais monsieur, en fait, voilà, moi j'ai 30 minutes ou j'ai 30 ou 40 kilomètres avant d'aller au travail. Je trouve que c'est un département qui est très pauvre, donc j'ai pas les moyens en fait de changer mon mode de chauffage. Et puis de toute façon, je fais déjà attention à pas allumer, voilà, pas allumer tel et tel équipement parce que j'arrive pas à boucler mes factures. Donc j'ai pas la réponse parfaite à ça, mais juste dans la façon dont on aborde ces questions énergétiques, dont on aborde ces questions de sobriété, dont on aborde ces questions d'efficacité, attention collectivement à pas avoir un discours qui soit perçu comme trop parisien par toute une part de la population. Parce que cette part de la population, voilà, à force d'entendre ce type de discours parfois très éloigné d'elle,
Elle fait des choix électoraux ensuite qui n'ont fait que croître ces dernières années et qui ont plutôt tendance à favoriser les extrêmes, qui a favorisé les discours qui sont les nôtres, quand bien même on est convaincu qu'ils sont extrêmement rationnels. Est-ce qu'on ne peut pas prendre quelques exemples d'interdictions ou de mesures qui ont été prises dans l'enthousiasme des bonnes intentions et qui se sont révélées perverses? Je pense aux zones à faible émission. Alors, formidable, on va créer des zones à faible émission dans les villes. Et le résultat, c'est que toutes les personnes dont vous avez parlé, madame, qui ne vivent pas en ville et qui ont des diesels, parce que pendant très longtemps, on a favorisé les diesels, que ça dure longtemps, le diesel, ne peuvent plus entrer en ville. Interdiction d'entrer en ville. Bon, alors donc là, il y a une mesure qui se révèle totalement injuste. Il y a eu même la mesure avec les avions. Alors du coup, on ne prend pas d'avion parce qu'on peut prendre le train. Donc, monopole du TGV. Mais le TGV, c'est quand même assez cher. Résultat, les gens prennent leur bagnole. Si vous voulez, il y a un moment donné, il faut faire extrêmement attention à tous ces effets pervers. On ne sait pas ce qu'on voulait et on arrive à l'inverse. Donc, vous avez raison de faire extrêmement attention à tout ce qui est interdiction, quoi, hein. Et sans doute, votre réflexion nous incite à penser que la priorité des priorités, c'est l'électrification des zones rurales pour les bagnoles. Oui, sauf que dans les zones rurales, si vous allez en tout cas dans des zones rurales où le pouvoir d'achat n'est pas forcément très élevé, vous pouvez électrifier. Vous allez dire à madame Tartampion de changer sa voiture et d'acheter une voiture électrique. Si vous voulez, elle a déjà du mal à mettre l'essence dans sa voiture. Si en plus vous lui dites qu'il faut la revendre et en racheter une électrique, vu le prix de l'électrique aujourd'hui, elle va vous dire, mon cher monsieur, vous êtes bien gentil. C'est le miracle de la politique, madame. Ah mais non, il n'y a pas de miracle en politique, malheureusement. Si, mais il y a des miracles. C'est ça le job de la politique, c'est de rendre les choses possibles. Mais donc, c'est pas si évident que ça, c'est ce que je veux vous dire. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Et juste pour rebondir, ce que vous en parlez sur les zones à faible émission, j'ai pas la solution parfaite. Je suis assez inquiète de ce qui arrive dans les années à venir, donc la mise en application de cette directive-là. Je ne dis pas qu'elle n'était pas bonne, in fine, et que l'intuition n'était pas juste. En revanche, force est de constater que ça n'a pas du tout été suffisamment accompagné, parce que ça a été quand même voté il y a quelques années, cette affaire. Et donc, on va arriver un peu au pied du mur, avec une problématique qui va poser des contraintes extrêmement importantes aux gens. Je crois que c'est un des sujets dont j'ai le plus entendu parler durant ma campagne législative. Et moi, c'est Antony, Saubourg-la-Reine, Châtenay-Malabry. On est vraiment sur un endroit où c'est concerné et où en même temps, les gens, pour le peu qu'ils aillent, si vous faites du banlieue à banlieue en Ile-de-France, les transports en commun, c'est pas toujours pratique, voire des fois presque pas possible. Et voilà, ils ont besoin parfois de leur voiture pour emmener les enfants à l'école, pour tout un certain nombre de choses. Et on a un peu le sentiment qu'on se réveille un an avant, mais c'est un peu tous collectivement, hein, en se disant, tiens, il y a ça qui arrive dans quelques mois, comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place? Alors, une fois qu'on a dit ça, soit on recule, et auquel cas, on s'en voudra d'avoir encore reculé au regard de l'urgence. Soit on assume d'avoir une mise en œuvre effective d'une mesure qui est assez injuste et qui, en plus, de parce qu'elle n'aura pas été accompagnée, sera extrêmement brutale. Honnêtement, aujourd'hui, à l'heure où on parle, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais à mon avis, il est urgent de se poser la question. Non, moi, à titre personnel, j'ai pas de discussion avec mes homologues européens dans la commission qui traite des affaires européennes. En revanche, eux en ont. Mais moi, c'est pas mon cas. Et je pense pouvoir dire qu'à mon avis, c'est des problèmes qui se gèrent, c'est des questions qui se traitent davantage entre chefs d'État ou à minima entre ministres de l'économie et des finances concernés, donc le Bruno Le Maire allemand, le Bruno Le Maire italien, le Bruno Le Maire espagnol. Mais je pense que c'est plutôt à ces niveaux-là que ça se traite qu'au niveau du Parlement à proprement parler, ce qui ne nous empêche pas effectivement d'échanger. Sur la question de la commission sur la perte de souveraineté énergétique française, auquel je participe du coup pour répondre, puisque les travaux ont déjà commencé. C'est une commission qui est donc présidée par Raphaël Schellenberger,
peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est député LR de la circonscription de Fessenheim. Et je pense que c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative parce qu'il n'est jamais interdit de se poser pour analyser quelles ont été les décisions qui ont été prises et notamment les leviers qui ont sous-tendu à l'époque la prise de ces décisions. Et en gros, pourquoi est-ce que sur un certain nombre de points, on n'a pas pris la bonne direction et donc comment est-ce qu'on explique qu'on en arrive là aujourd'hui? Moi, je serais juste vigilante à une chose et je le dis en étant moi-même prête à balayer devant ma porte, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut parler de la question de Fessenheim, on peut parler d'une prise de décision sur le renouvellement du parc historique qui est probablement arrivé trop tard, on peut parler d'un certain nombre de choses, de l'investissement chez EDF, de la Reine, tout ça. Bon. Et on pourra faire la même chose sur le quinquennat de François Hollande, j'ai encore moins de problèmes à le faire. Mais j'invite quand même mes amis les Républicains à avoir en tête que le temps industriel, il ne se construit pas sur 10 ans, il se construit sur un peu plus longtemps. Et donc la commission telle qu'elle a été imaginée aujourd'hui, est débutée en 2012, vous voyez, comme si avant 2012, il ne s'était rien passé dans le nucléaire français. Alors moi, j'y ai vu une petite coïncidence entre le temps politique qui est celui d'un quinquennat et voilà, et une certaine volonté d'utiliser cette commission à des fins politiciennes. Donc on va quand même étendre la durée d'études, puisqu'il s'est passé avant 2011 un certain nombre de choses. Et le vote de la loi NOM, il me semble que c'était avant 2012. Le fiasco autour d'Areva, il me semble que c'était avant 2012. L'abandon d'Atmea par M. Borloo, il me semble que c'était avant 2012. L'ouverture du capital d'EDF et de GDF, il me semble que c'était avant. Bon, voilà. J'ai un certain nombre d'exemples qui, à mon avis, n'expliquent pas eux seuls la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Mais finalement, peut-être que prendre l'étude à partir du couplage du dernier réacteur de Civaux pourrait être une base de départ assez intéressante. Très bien. J'étais contemporain de la mise en route de Civaux. Je voudrais quand même, Madame la députée, attirer votre attention sur quand même la question européenne. Vous ne participez pas donc à ces discussions. Nous suivons évidemment l'actualité des directives et de ce qu'on appelle le Fit for 55 à Bruxelles. Et nous sommes quand même inquiets parce qu'il y a une très forte influence allemande qui est très largement répercutée même par la Commission elle-même, qui n'aime pas le nucléaire. Et dans toutes les directives, lorsque on dit qu'on peut faire de l'électricité ou que l'on peut faire de l'hydrogène, à chaque fois c'est renouvelable. C'est jamais bas carbone. Et donc à chaque fois, si ces directives s'appliquent telles quelles, on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité d'origine nucléaire. On n'a pas le droit de faire de l'électrolyse d'origine nucléaire pour faire de l'hydrogène. C'est totalement impossible. Donc il y a quand même un élément européen qui réclame une vraie bataille, quoi. Je suis complètement d'accord. Il me semble, en revanche, qu'il y a eu un amendement sur je ne sais plus quelle disposition qui a été posé par M. Bellamy, donc vous voyez qu'il n'est pas de ma famille politique, et qui justement... C'est sur un domaine. Il voilà. s'est battu et il a gagné. Le domaine, excusez-moi. Alors, c'est l'acceptation d'utilisation du nucléaire dans... Alors, je me souviens plus non plus du domaine. Voilà, on est mais il était très content. Et en tout cas, peu importe, à la limite, indépendamment de la disposition en tant que telle ou du domaine en tant que tel, c'est exactement de ça dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il a introduit le terme bas carbone. Alors, je crois que dans le domaine en question, de toute façon, le nucléaire n'était pas éligible. Mais enfin, bon, il y avait une forme de bataille symbolique, c'est-à-dire que si on arrive à introduire bas carbone au lieu de renouvelable, et ben du coup, on permet au nucléaire d'être bénéficiaire des dispositions en question. Donc je suis complètement d'accord avec vous et je pense que ça doit aussi être porté par nos parlementaires européens de la majorité. Je sais que ça n'a pas été le cas sur l'amendement en question. Exactement. C'est assez frappant. Voilà. Hein, non, mais c'est un problème politique. Je ne sais pas pourquoi. D'où ça vient, je ne sais pas. Je pense peut-être que c'est la faction gauche, si je puis dire, de votre majorité, qui doit être influencée par les Verts, un truc comme ça. Oui, alors le fait que le groupe Renew, auquel on appartient, rappelons-le, n'est pas un groupe franco-français. Donc, c'est une hypothèse. Mais peut-être que c'est dû aussi à des discussions internes au groupe. Mais là, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Sur la question du projet de loi, il a débuté en commission des affaires économiques ce matin à 9h30.
Donc, bon, voilà. Et ce qui s'est passé avant en commission des affaires, en DDAT, pardon, en développement durable, j'ai pas suivi le déploiement enfin, le développement des articles et des amendements un par un. Je sais qu'il y a un sujet sur l'article 4, effectivement, qui est tombé, mais enfin, tout ça devrait être réintroduit, j'espère, dans l'hémicycle. Non, on va avoir... Il y a Moi, je pense que le texte aujourd'hui qui est sorti du Sénat est globalement un texte plutôt acceptable. Je pense que j'espère qu'une partie de la gauche de l'hémicycle, justement sous couvert de protection de l'environnement, ne va pas freiner notre volonté d'accélérer les énergies renouvelables. Et c'est un peu notre crainte aujourd'hui, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on s'accorde sur le fait qu'il faut accélérer, il faut que ceux qui le disent, et donc c'est souvent les premiers à le dire, nous aident à le mettre en œuvre. Et ensuite, il y a l'autre sujet qui est celui des collectivités locales, et notamment, ça vous aura pas échappé que LR à l'Assemblée souhaiterait introduire le droit de veto des maires. Je pense que c'est une très mauvaise idée, et que c'est une très mauvaise idée pour les maires eux-mêmes. Il me semble pas d'ailleurs, alors je sais que l'AMF, avec son président, mais qui est peut-être un peu politisé lui aussi, a fait une déclaration sur ce sujet. Je ne suis pas sûre que ce soit la volonté d'une majorité de maires en France que d'avoir ce droit de veto. Parce qu'avoir un droit de veto sur des projets aussi importants, ça revient à faire peser la charge de la transition écologique, en tout cas une partie de cette charge-là, sur le dos d'élus, et qui sont souvent petits élus locaux. Enfin, on ne parle pas du maire de Paris ou de la maire de Nantes. On va parler du maire de la commune de 200 habitants, de 500 habitants, de 1000 habitants, et qui va devoir supporter des pressions extrêmement importantes, des industriels qui vont vouloir venir construire chez lui, d'une part de sa population qui parfois va y être très opposée, mais enfin, vous êtes dans un village vous êtes dans une commune de, je sais pas, de 500 habitants. Vous avez 50 personnes qui sont très opposées. Alors vous me dites, ça pèse que 10% de vos habitants. Oui, mais en fait, c'est quand même très compliqué à gérer sur ces échelles-là. Ce que je veux dire, voilà, c'est que Le Sénat n'a pas retenu. Non, le Sénat n'a pas retenu, mais vous voyez, des choses qui sortent par la porte, ça rentre par la fenêtre. Il faut toujours se méfier un peu, puisque le groupe LR veut le réintroduire. Je pense que ce serait une erreur. Ce serait une erreur sur le plan écologique, et ce serait aussi une erreur pour les maires eux-mêmes, qui, à mon avis, n'ont pas à supporter cette charge-là. Qui soient bien sûr impliqués, qui soient dans les négociations, qui soient partie prenante, c'est une évidente. Le droit de veto, à mon avis, c'est à double tranchant. Je pense que typiquement sur tout ce qui est panneaux publicitaires et affichage lumineux, notamment la nuit, on doit pouvoir aller beaucoup plus loin dans les interdictions. Peut-être ma deuxième réponse, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'interdictions qui existent et qui conviendrait de faire appliquer suffisamment. Sur la question des panneaux lumineux, on a parlé. On voit encore des chauffages en terrasse à Paris. En tout cas, moi, ça m'arrive d'en croiser. Sur la mise, la température à 19 degrés dans les bâtiments publics, en fait, c'est quelque chose qui existait déjà. Donc, faire appliquer les règles existantes serait déjà, à mon avis, le premier pas. Et ensuite, à mon avis, on doit pouvoir, sur voilà, les questions de publicité, la température dans les bâtiments publics et tout ce qui touche aux services en règle générale, aller vers davantage d'interdictions. Dans le contexte, à mon avis, qui est le nôtre, la question... Enfin, comment est-ce qu'on continue à faire venir des entreprises et des industries chez nous? Évidemment, elle se pose. Avant ça, il y a même une autre question, c'est comment on fait en sorte que celles qui y sont déjà ne mettent pas la clé sous la porte. Et aujourd'hui, malheureusement, heureusement ou malheureusement, c'est la première des priorités. Je dis pas qu'on verra ensuite pour le reste, mais là, à court terme, à très court terme, c'est la première chose auquel on s'est attaqué. Il y a un guichet qui a été ouvert samedi dernier. Toutes les entreprises sont éligibles, TPE, PME, ETI, grandes entreprises, sur les factures 2022, puisque la priorité là, c'est d'arriver à payer les factures 2022, avec des aides qui pourront aller pour les plus grandes entreprises jusqu'à 150 millions d'euros, des dispositifs d'accès
des critères d'accès qui ont été largement simplifiés, parce que dans le dispositif précédent, il y avait des calculs auxquels pas grand monde comprenait quelque chose sur, sur les différents critères, des choses qui étaient très compliquées. Bon, là, ça a été largement simplifié, et donc les entreprises peuvent aller directement sur ce guichet, déposer leur facture, et c'est ensuite l'État qui dit, Bercy fait une réponse sur quelle aide et à hauteur de combien. On va continuer à le faire en 2023 pour un certain nombre d'entreprises, et notamment ETI, grandes entreprises, ce guichet va continuer à fonctionner de la même façon jusqu'à fin 2023. Pour les TPE de moins de 10 salariés, ils auront accès, en tout cas pour une grande partie d'entre elles, au bouclier tarifaire tel qu'il existe pour les ménages. Et puis ensuite, pour les entreprises, les TPE, PME, qui n'ont pas accès à des dispositions-là, bref, il y en a d'autres qui sont mis en place. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aucune entreprise française ne sera laissée tomber. De la même façon, et je crois qu'on l'a largement montré pendant la crise du coronavirus, avec des résultats qui ont d'ailleurs été plutôt concluants, puisque malgré un arrêt total de l'économie sur une longue période, je crois que l'économie française a plutôt tenu, et donc on fera en sorte que ce soit de nouveau le cas. Mais voilà, je vais venir ensuite au reste, mais c'est la première des priorités. C'est aussi ces dispositifs-là qui vont permettre à des entreprises de continuer à se développer, à des entreprises de continuer à venir, précisément parce qu'on garantit un prix de l'énergie qui soit suffisamment abordable. Maintenant, il y a une réflexion de long terme à avoir, qui est qu'on ne peut pas de toute façon continuer à dépendre des autres pour notre énergie. On ne peut pas continuer à dépendre du pétrole et continuer à dépendre du gaz russe, on l'a bien vu. Et donc ça amène une réflexion de plus long terme. D'abord au niveau européen, on voit que le fonctionnement du marché ne marche pas, sans mauvais jeu de mots. Et donc là, il faut qu'on arrive à aller, on en parle beaucoup, de cette décorrélation des prix du gaz et du prix de l'électricité. Ça va nécessiter d'assumer un vrai bras de fer avec les Allemands. Parce qu'au fond, le sujet, c'est quand même celui-là. Et cette décorrélation qui nous va bien, leur va à eux un peu moins bien. Et donc... je pense qu'il va falloir taper du poing sur la table et pour mettre un peu fin à cette forme d'hégémonie de l'Allemagne dans les négociations. Et puis ensuite, je terminerai là-dessus, on en a largement parlé, c'est développer nos propres moyens de production pour, sans arriver à avoir des prix aussi bas qu'on les a connus il y a quelques années, parce que je pense que ce serait mentir qu'aujourd'hui de prétendre que ça va redescendre à ces niveaux-là, faire en sorte qu'ils restent à des niveaux atteignables et puis qu'on les maîtrise. En fait, parce qu'aujourd'hui, un des sujets, c'est aussi qu'on les maîtrise pas, et c'est cette absence de visibilité pour les entreprises qui pose gravement problème. En plus du coût, bien sûr. Oui, vous avez raison. Et il y a déjà une baisse de la consommation d'électricité, je crois que de 6% depuis l'année dernière, mais qu'elle est largement imputable aux industries qui, justement, sont obligées d'arrêter. Donc, c'est très préoccupant. Madame la députée, pour revenir sur l'Allemagne et l'Europe, le Parlement européen vient de voter un certain nombre de dispositions qui intéressent l'Allemagne, sur l'hydrogène. L'Allemagne estime pouvoir remplacer le gaz russe par de l'hydrogène, y compris de l'hydrogène importé. Et elle vient de voter une disposition dans ce Parlement européen par laquelle l'hydrogène produit par de l'électricité sale sera considéré comme propre. Et de la même façon, l'hydrogène importé, y compris produit n'importe comment, on ne sait pas, peut-être par le Qatar, donc à partir du gaz, serait exonéré de la taxe d'ajustement aux frontières. Comment on fait alors avec ça ? Comment on fait avec ça ? On est de toute façon sur des voies diplomatiques. On sait bien que les solutions que nous on préconise ne sont pas celles qui sont préconisées par l'Allemagne et sont probablement pas celles qui sont préconisées par d'autres pays. Moi, ce qui m'importe, au fond, on ne forcera pas l'Allemagne à réouvrir ses réacteurs et à construire de nouvelles centrales nucléaires. C'est peine perdue. Donc si l'Allemagne veut passer par l'hydrogène, moi ça me semble bien ambitieux, mais je pense qu'on ne peut pas bloquer totalement les choses, et en l'occurrence on peut se dire que c'est un moindre mal par rapport au charbon dont ils vont avoir bien du mal à sortir. Moi, je crois que notre objectif, ça doit être de faire en sorte non pas d'exclure leurs solutions par principe, mais surtout d'arriver à intégrer les nôtres. Donc on en revient au débat sur la notion de bas carbone dont on parlait pour permettre au nucléaire de
bénéficier d'un certain nombre d'aides. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'échelle française, notre combat, ça doit être celui-là. Ça doit être de permettre à nos solutions d'être intégrées dans les dispositions européennes. Et probablement d'accepter une part de contrepartie, quand même on estime qu'elles ne sont pas parfaites. On prend les exemples, par exemple, des pays de l'Est qui sont massivement dépendants du charbon. On a permis au gaz de bénéficier de plusieurs dispositifs. Alors on peut estimer, c'est mon cas, que le gaz est une énergie auquel on ne devrait pas avoir recours, parce que pour des raisons évidentes d'émissions de CO2 notamment, et pas que, mais enfin en tout état de cause, est-ce qu'il est complètement déconnant de le percevoir à un moment comme une forme de transition pour des pays qui sont quasiment intégralement dépendants du charbon? Pas forcément. Donc voilà, peut-être attention à ne pas arriver avec une vision trop franco-française depuis. Quel était l'objectif de la commission? Je suis par contre assez mal placée pour vous le dire. Je ne sais pas quel était l'objectif de la commission ou comment tout ça a été calculé, mais en tout état de cause, ça ne fonctionne pas, c'est pas satisfaisant, ça ne répond pas aux problèmes actuels. Il ne faut pas oublier quand même que l'Union européenne, c'est les pays qui font l'Union européenne, c'est les pays qui font l'Union européenne, et donc à un moment, il serait de bon ton que la Commission se conforme aux attentes et aux besoins de ces pays, puisque par essence, sans eux, l'Union n'existe pas. Hein. J'entends parfaitement la volonté des collectivités locales d'être accompagnées. L'État les accompagne déjà, on continuera à le faire, Bruno Le Maire l'a dit, sur l'année 2023. Maintenant, il y a deux choses. D'une part, encore une fois, on n'a pas un puits sans fond de billets pour les différents besoins. Donc, on aide les ménages, on aide les entreprises et on aide les collectivités. Et en parallèle, on demande à chacun de faire des efforts, collectivités compris. Moi, j'ai vu pendant le PLF passer des amendements sur l'aide aux collectivités qui étaient complètement délirants. Donc, je pense qu'il faut aussi que chacun balaie devant sa porte et présente des plans de sobriété et d'efforts qui soient à la hauteur de la situation dans laquelle on est en train de traverser. Les Français le font naturellement de par le signal prix, hein, on va être très clair. Les entreprises ont aussi présenté des plans de transformation, des plans de sobriété absolument remarquables, tout secteur confondu, du bâtiment jusqu'à la grande distribution, et j'en passe, qui étaient vraiment à la hauteur de la demande et qui se sont bien intégrés dans les plans de sobriété, dans les plans de délestage, qui ont travaillé avec RTE et qui ont été très proactifs depuis l'été dernier déjà pour avancer là-dessus. Voilà, il convient aussi aux villes de faire des efforts et arrêter d'illimiter la Tour Eiffel. Ça me semble être un effort bien mec de la part de Madame Hidalgo pour passer le cap de l'hiver, que ce soit tant en termes de prix que d'équilibre offre-demande. Donc voilà, je pense que l'effort doit être réciproque. Aujourd'hui, je dissocierais la question de la sobriété, en tout cas je la dissocierais en partie du contexte en fait, de guerre en Ukraine pour une raison, c'est que je pense qu'il ne faudrait pas induire l'idée que cette sobriété elle est limitée dans le temps et que c'est l'histoire d'un hiver ou de 2 hivers. C'est l'histoire des décennies à venir. Et donc ça, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer. C'est en ça où je dis qu'il faut un petit peu le décorréler. Bien sûr que tout le monde a conscience qu'il y a un lien direct. Mais enfin, quand le président dit que le temps de l'abondance est terminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, l'abondance énergétique telle qu'on l'a connue, elle est ni durable ni souhaitable. Et donc, il va nécessairement falloir réfléchir à nos modes de vie. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin de se triturer le cerveau pendant des jours et des jours pour savoir comment on explique ça aux Français, parce que je pense que les Français sont intelligents et qu'ils comprennent très bien les choses. Je vois faire une mouche, Patrick. Je pense.
Je pense que la question climatique a largement infusé et qu'elle est bien plus présente que ce qu'elle était il y a 10 ans, qu'elle évolue aussi probablement avec un prisme générationnel et c'est tant mieux. Et donc si on donne aux Français les moyens de faire ces efforts-là, de faire cette transition-là, ils le feront. Pour des questions climatiques. Les questions du signal prix, elle jouera automatiquement. On n'arrivera pas à des niveaux de prix tels que c'était il y a 10 ans. On va être sur des niveaux de prix qui resteront élevés et qui de toute façon demanderont à chacun de faire des efforts, entreprises, collectivités et État en tête. Parce que je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais la sobriété, ça passe d'abord par les gros. Et c'est d'abord aux gros de faire des efforts. Et c'est une fois que l'État, les entreprises et les collectivités auront fait les efforts nécessaires qu'on pourra légitimement demander à tout à chacun de faire de même chez lui. Mais enfin, l'exemplarité, ça vient du haut et ce sera aussi le cas pour la sobriété énergétique. Voilà, donc je pense que c'est quand même, à mon avis, un discours qu'il faut continuer à avoir. Qui peut-être mériterait d'être davantage partagé au sein de la classe politique. Ce serait mon dernier point, parce que c'est pas un discours qu'il est très confortable de tenir. Quand vous demandez aux gens de faire des efforts, c'est rarement très agréable. Il est toujours plus facile d'annoncer des aides que de demander aux gens de faire des efforts. Je constate aujourd'hui que parfois on est un petit peu seul à tenir ce type de discours et que j'aimerais qu'à minima les autres partis du gouvernement mettent autant d'énergie, sans mauvais jeu de mots, à déployer ces discours-là qui auraient vocation à transcender les clivages politiques un peu plus, probablement un peu plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Pour nuancer, si vous me le permettez, ce que vous venez de dire, parce que je crois que c'est très compliqué cette histoire de sobriété. C'est pas si simple que ça. Vous dites qu'il ne faut pas se triturer le cerveau, mais là on comprend pénurie. On comprend, il faut se serrer la ceinture. On comprend très bien qu'il faut le faire tout de suite. On comprend bien qu'il y a une situation d'urgence qui a en effet des risques de pénurie. Mais à terme, comme nouvelle manière de vivre dans un monde décarboné, ça ne devrait pas être le même discours. C'est différent. Parce que le problème du changement climatique, ce sont les fossiles. Ce n'est pas l'énergie en soi. Donc que l'on économise, que l'on fasse attention de ne pas être inefficace, que l'on fasse attention de ne pas gaspiller, évidemment. Mais l'énergie en soi n'est pas l'adversaire. Ce sont les fossiles le problème. Donc il y a des énergies qui sont décarbonées et d'autres qui sont carbonées. Mais donc, est-ce qu'il faudra être tout aussi sobre quand l'énergie sera décarbonée? On a quand même des usines à faire marcher, on a des maisons à faire chauffer, on a de la cuisine à faire, etc. Donc on ne peut pas, il va falloir trouver une différence entre le mode de vie qui est décarboné, qui est proposé, et la pénurie actuelle. Oui, mais en tout état de cause, on ne fera pas sans efficacité énergétique et on ne fera pas sans sobriété énergétique. Mais non, on ne fera pas, moi je crois qu'on ne fera pas sans sobriété énergétique. Alors, ou en tout cas dans les 20 à 30 ans à venir. Et penser qu'on passera à côté de ça pour un certain nombre de raisons me semble que c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil. Quand je disais il faut pas se triturer le cerveau, je voulais dire qu'il faut à mon avis avoir un discours qui est simple et qu'il est pas et que y a ce qu'on peut se dire dans des conférences comme celle-ci entre gens très intéressés sur la question et le discours qu'on doit tenir au grand public, oui, vous avez qui est à mon avis un discours qui doit être assez simple. Vous avez une option politique, un mouvement politique et culturel qui s'appelle la décroissance. Il est de plus en plus puissant, il est de plus en plus influent. Et donc à un moment donné, pour vous, il y aura bataille aussi quand même. Vous ne proposez pas la décroissance. Non, je ne propose pas la décroissance, je confirme. Madame la députée, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent merci à vous. À notre invitation et à nos nombreuses questions.